commencer. On vous propose pendant ce temps-là de 1 heure qu'on a envie d'être un temps de discussion aussi avec vous. N'hésitez pas à prendre la parole et à réagir, à participer à ce débat qui est peut-être apparemment un petit peu décalé par rapport aux questions qui nous occupent pendant ce congrès, où les présentations sont beaucoup axées sur des programmes, des projets et des solutions. Alors là, on fait apparemment peut-être un pas de côté pour aborder la question de l'articulation entre les sciences, donc les sciences de l'écologie, et la culture au sens large, donc des sciences humaines mais aussi des arts, pour affronter la 6e extinction. Pendant les conférences, on entend souvent en passant des termes comme renouer avec la nature, faire avec la nature, ou encore, pour reprendre les mots de Sébastien Moncor dans le numéro de la revue dont je vous parlerai juste après, faire un nouveau pacte avec la nature. Alors cela exige des actes, évidemment, et c'est de ce dont on parle dans ce congrès, mais aussi une sorte d'opération, on pourrait dire, de restauration écologique de notre système de pensée et de nos affects. Alors, une restauration écologique qui n'a pas de référentiel passé, comme beaucoup d'ailleurs de projets de restauration écologique, mais qui serait plutôt à inventer pour relever cet enjeu de renouer avec le vivant ou avec la nature. Et on va voir ce qu'on peut y mettre concrètement derrière cet enjeu. Pour discuter, nous sommes avec donc Florian Kirchner tout à gauche, qui est donc responsable du programme Espèces au Comité français de l'UICN, François Le Tourneau, qui est entre autres président d'honneur du Comité français de l'UICN, et Baptiste Anespèse, qui est le fondateur des éditions Wild Project, qui est une maison d'édition marseillaise qui a traduit beaucoup de textes fondamentaux de la pensée de l'écologie et qui publie des essais inédits de chercheurs en sciences du vivant et en sciences humaines. Et moi-même, qui suis la rédactrice en chef de la revue Big Baud, que je vais présenter brièvement, donc, qui est une revue d'écologie au croisement des sciences humaines, de l'écologie scientifique et des arts. Alors, elle est éditée par la Fondation François Sommer et les éditions Glénat. La Fondation François Sommer ayant cette particularité d'être une fondation qui mène des activités dans le champ de la conservation de la nature et dans le champ de la culture, puisqu'elle gère un musée et édite notamment cette revue. Et donc la revue se situe à l'intersection entre ces deux champs. On va partir pour cette discussion de ce numéro, réalisé en partenariat avec le comité français de l'UICN et en particulier avec Florian Kirchner qui est là et qui pourra nous en parler. Et en fait, à partir d'une interrogation commune qui est comment, au-delà des constats scientifiques et des chiffres et de la liste des espèces qui s'allonge sur la liste rouge, comment prendre la mesure de ces extinctions. Florian Kirchner disait dans un entretien dans un média que la biodiversité devait prendre autant d'importance aux yeux du public que la crise climatique. Or, cet effondrement de la biodiversité, qui est un effondrement en fait à la fois massif et en même temps ténu, c'est-à-dire que c'est plutôt un effritement, nous laisse dans une relative indifférence, ou en tout cas demeure assez invisible. Alors je vais d'abord passer la parole à Florian, qui va donner son point de vue justement sur cet enjeu d'articuler science et culture, et puis sur cet enjeu de diffusion en fait, de la liste rouge autrement que sur un registre scientifique. Une des questions qui nous occupe, c'est comment décrire, comment faire ressentir la 6e crise d'extinction. Alors moi je travaille à l'UICN, et nous on agit en scientifique. Mon travail au quotidien, alors avec toute une équipe et avec beaucoup de scientifiques, c'est de recenser les espèces menacées. Donc ça évidemment c'est parfait pour décrire la 6e crise d'extinction. On peut vous faire des listes d'espèces d'amphibiens ou d'oiseaux menacés ou d'insectes menacés, et on peut documenter assez précisément, écosystème par écosystème, habitat par habitat ou pays par pays,
quelles espèces sont en train de s'approcher de l'extinction et risquent de disparaître. Donc nous, ce qu'on fait bien à l'UICN, mais c'est notre credo, c'est de produire des constats scientifiques. Vous savez, l'UICN décrit scientifiquement la situation et élabore des solutions avec ses membres. Donc on est capable de produire quantité de chiffres qui répondent bien à la question quel est l'état de santé de la biodiversité dans le monde, comment sont les évolutions, etc. Alors, il y a nos chiffres et il y a ceux de d'autres organisations. Vous avez entendu sans doute plein de chiffres, hein, c'est pas de ça qu'on manque. L'indice planète vivante nous dit qu'on a perdu 68% des vertébrés dans le monde en 40 ans. C'est un indice planète vivante au niveau mondial. La liste rouge des espèces menacées, donc pour laquelle je travaille, nous dit qu'un oiseau sur 8 est menacé d'extinction dans le monde, ou un mammifère sur 4, ou un amphibien sur 3. Ça, c'est des chiffres un petit peu globaux. On a d'autres chiffres des scientifiques qui projettent les rythmes d'extinction. Donc, ils regardent à quelle vitesse les espèces s'éteignent pour savoir si ce qu'on vit est grave ou pas. Et les constats sur lesquels on s'accorde aujourd'hui, c'est que les espèces disparaissent aujourd'hui entre 100 et 1000 fois plus rapidement que ce que serait un taux naturel d'extinction. Donc le fait que les espèces disparaissent, d'une certaine manière, ça fait partie de l'évolution, sauf qu'aujourd'hui, elles disparaissent 100 à 1000 fois plus vite que ce qui serait normal. Alors, pour nous, c'est important, et c'est vraiment le credo de l'UICN de fonder ses recommandations sur des constats scientifiques. C'est des pistes d'action fondées sur la science, et on agit comme ça. Donc c'est très utile et très précieux pour orienter les politiques publiques, pour identifier les priorités et savoir où et comment agir. Sauf que maintenant, quand on s'intéresse à la question comment faire comprendre largement la 6e crise d'extinction, comment la faire ressentir en fait par le grand public, on est bien obligé de constater que tous ces chiffres, aussi précieux soient-ils, ne touchent pas tout le monde, ou ne convainquent pas tout le monde, ou ne sensibilisent pas tout le monde. Alors il y a des personnes qui sont tout à fait imperméables aux chiffres, par exemple, et puis ressentir la 6e crise d'extinction, c'est même au-delà de lire des chiffres et de comprendre des chiffres. D'où cette question qui nous traverse et qui n'est pas simple, mais qu'on a commencé à explorer avec la revue, puis qu'on propose d'explorer un petit peu ici. C'est un processus. L'idée, c'est comment on peut allier en fait cette description scientifique à d'autres approches qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent nous aider à faire comprendre, à faire ressentir, etc. Et donc les autres approches, c'est les approches culturelles, enfin l'art par exemple, la puissance de l'art, la puissance des approches culturelles, l'expérience sensible de la nature. Alors moi je vais m'arrêter là, c'est plus mon domaine, je vais peut-être laisser la parole à l'intervenant suivant. Essayer d'être concise. Donc ça n'est pas une revue de vulgarisation scientifique, parce que précisément dans cette tradition de la vulgarisation scientifique, il nous semble qu'il y a au passage une sorte d'appauvrissement à deux niveaux. Un appauvrissement de la complexité de la question. Or, sur la question de l'écologie, c'est une question hyper complexe, en fait, qui demande une articulation entre plusieurs disciplines pour la saisir et qui ne peut pas être simplifiée, en fait, enfin, peut difficilement être simplifiée pour que les messages passent. Et d'autre part, le registre scientifique, en fait, crée aussi un effet d'appauvrissement de l'expérience des chercheurs. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de restituer dans la revue en proposant un espace d'exploration narrative où, en fait, accompagner l'effet scientifique des expériences des chercheurs sur le terrain, parce qu'en fait, derrière les données objectives, il y a toute l'expérience de la recherche, en fait, de l'enquête scientifique et la rencontre sur les terrains de recherche, en particulier pour la biodiversité, avec les vivants qui sont des objets d'étude, mais qui sont aussi des êtres vivants que les chercheurs rencontrent. Et en fait, beaucoup de gens, et d'ailleurs vous êtes là, donc, qui travaillent sur ces questions-là, le font parce que ils sont passionnés par une espèce, ils sont passionnés par la nature. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de réouvrir en fait l'espace de la narration pour sortir d'une part du registre académique qui est très utile dans le dialogue entre pairs, et d'autre part de cette tradition de la vulgarisation qui appauvrit la complexité. Donc il y a premièrement cette chose-là, et ensuite, je l'ai un tout petit peu évoqué, mais c'est aussi l'idée que pour prendre la mesure de la crise écologique, on a besoin des apports de plusieurs disciplines. Or, la recherche fonctionne un peu par silo, et la revue essaie de décloisonner ça, en fait, en invitant autour d'un thème
des chercheurs en écologie scientifique, des philosophes, des anthropologues, des praticiens aussi, des gens qui témoignent depuis des expériences de terrain, donc des agriculteurs, des forestiers, des chasseurs, des gens qui sont directement aux prises avec la gestion. Et alors, par exemple, dans ce numéro, ça donne, dans le sommaire, une contribution de François Sarrazin sur la restauration la réintroduction du vautour en France, une contribution de Bruno David, le président du Muséum d'histoire naturelle, une contribution j'ai oublié son nom, du fondateur de la Hulotte, la revue La Hulotte. Oui, voilà, Pierre Léon. Une contribution du philosophe Baptiste Morisot, ou encore de François Le Tourneux. Donc, et j'en viens à ce que je voulais vous montrer. Et donc, on invite aussi des artistes. Donc, c'est l'artiste qui a fait la couverture de la revue, qui s'appelle Brandon Bélanger, et qui, en fait, évite des planches naturalistes d'espèces éteintes, disparues. Et donc, il fait une série comme ça, et il propose un rituel, en fait, avec le papier découpé, donc le portrait de l'animal, un rituel de deuil, d'incinération et de conservation dans une sorte d'urne funéraire. Voilà, en l'occurrence, c'est pas très joyeux ce projet-là, mais c'est un exemple pour vous dire comment est-ce qu'on essaie d'articuler le registre artistique, scientifique et ce qu'on appelle les humanités environnementales. Alors pour passer la parole à Baptiste Lanaspez, je m'arrête sur un des contributeurs qui est un anthropologue qui s'appelle Tom Van Doren, qui fait partie d'un mouvement qu'on appelle les Extinction Studies, donc comment les sciences humaines entrent dans cette question de la 6e extinction, à part les scientifiques du vivant. Bien, puisque Baptiste publie la traduction en français du livre de Tom Van Doren, je vais lui laisser la parole pour développer en fait sur l'approche de la 6e extinction par les sciences humaines. Bonjour, merci Yann. Alors effectivement, donc je dirige une maison d'édition qui s'appelle Wild Project depuis une douzaine d'années, qui est à peu près tournée autour de l'idée que l'extinction du vivant en cours est un peu le phénomène le plus important de notre époque, de notre siècle, de ce moment historique que vit l'humanité. Je pense que c'est ça la priorité, c'est pour ça que je suis contente d'être à une table ronde qui tourne autour de l'extinction, parce qu'en fait il y en a peu, souvent c'est des tables rondes qui tournent autour de changement climatique ou anthropocène ou je sais pas quoi, mais non, pour moi il faut appeler un chat, extinction ça veut dire la mort. Donc on est dans un monde qui meurt, pardon de mettre des mots un peu crus, mais c'est juste ces euphémismes parfois me mettent mal à l'aise. Et donc de cette distribution de la mort, qui est la 6e extinction, cette distribution de la mort par les activités humaines, est quelque chose effectivement qui n'est pas bien rentré dans notre viseur. Alors je suis d'accord avec Anne qu'il y a des questions de restaurer nos sensibilités, sans doute. J'ai un petit garçon qui a 6 ans, je peux vous dire que sa sensibilité aux animaux, elle est totale, il parle que de ça du matin au soir, donc je pense qu'à la base on est des animaux qui s'intéressent aux autres animaux et qu'en fait on désapprend sans doute à cette empathie-là qui est là depuis le départ. Donc ok pour le projet de restauration de la sensibilité, je suis d'accord, mais par contre ça me met mal à l'aise de s'en tenir là, parce que le problème n'est pas qu'un problème de sensibilité, c'est un problème de survie globale, de notre survie à nous. Comment est-ce que nous, animaux, mammifères, est-ce qu'on va survivre au sein d'un monde malade qu'on détruit? Enfin, je veux dire, c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu moral, c'est un enjeu complètement délirant d'importance qui passe à l'arrière-plan de plein d'autres trucs. Et donc, juste pour poser 3 éléments de diagnostic à partager, à discuter, on peut débattre aussi, hein, on est dans un monde qui aujourd'hui est absolument obnubilé par l'idée de concilier la poursuite du développement économique et la décarbonation et la lutte contre le changement climatique. Donc vous voyez que là il y a une espèce de truc qui se crée où la solution c'est donc le nucléaire, l'hydrogène, la voiture électrique qui va continuer donc de permettre à développer, ça veut dire en fait surdévelopper, fragmenter les habitats, fragmenter les territoires et mener la destruction de la vie sur Terre décarbonée. Il faut appeler un chat un chat. Donc aujourd'hui la question c'est comment est-ce que un organisme qui protège la nature peut être solidaire de tous ceux qui contribuent à faire en sorte qu'on cesse de la détruire. Parce qu'on ne peut pas simplement protéger, il faut aussi détruire. Alors effectivement, parmi la panoplie de résistance qu'il y a l'UICN qui est là, avec son nouveau manifeste, qui essaie de positionner l'UICN comme acteur moral, leader moral sur cette question de mettre l'extinction au centre de la table.
au centre des débats, parce que c'est loin d'être le cas. Je veux dire, on a des gouvernants qui ne pensent que décarbonation. Enfin, c'est complètement dingue. Et après, parmi la panoplie des armes qu'on a, à notre mesure, hein, moi je suis qu'un éditeur qui fait 10 livres par an depuis 10 ans, c'est pas grand-chose, mais on a aussi, nous, cette espèce de... les idées en France, c'est important, ça finit par percoler, ça marche, ça tient, donc il y a les sensibilités, mais il y a aussi l'argumentation, quoi, rationnelle et tout. Et donc on est heureux de voir arriver dans les sciences de l'écologie au sens large, donc on appelle l'humanité écologique, mais ça fait un peu technique spécialisée, alors qu'en fait c'est pas technique. On est heureux de voir débarquer ce champ des Extinction Studies, des études sur l'extinction, qui donc, dont un des leaders est ce fameux Tom Van Doren, qui a été cofondé avec Deborah Rose, une ethnographe proche des aborigènes australiennes. Et donc ce champ de recherche nous alerte simplement sur ce que veut dire vivre au sein d'un monde qui meurt, vivre au sein d'un monde qu'on tue, vivre au sein d'un monde où des espèces disparaissent. Et son dernier bouquin qui s'appelle En plein vol, qu'on sort le mois prochain, raconte le destin de 5 espèces d'oiseaux en train de s'éteindre et de tous les mondes qu'il y a autour de ces oiseaux, 5 façons de voler. Donc, et c'est génial, c'est un grand livre, j'espère que plein de gens vont l'acheter, que ce sera super. Tom Van Doren, c'est une nouvelle étoile montante de philosophie de l'écologie, on va dire. Ce livre en fait date de 2016, et il sort que maintenant. Mais il y aura un autre livre de lui qui sortira chez Actes Sud l'année prochaine. Bref, et donc on a besoin de mettre dans le viseur, qu'est-ce que c'est de faire face à l'extinction pour en prendre acte et aussi pour lutter contre. Alors l'expression de Anne, c'est affronter. Et donc elle y met 2 sens, un sens de tenir tête, survivre là-dedans, mais aussi résister à cette extinction. Mais donc voilà, donc je suis là, je suis éditeur, je vends mon livre, mais au-delà de vendre ce livre, je suis quand même pas bien, quoi. Oui, on voit. Mais est-ce que tu pourrais peut-être rentrer dans le détail de ce style, ou en tout cas de cette manière de se saisir de la question qui est propre à ce courant anthropologique, et sur la question du récit, et en fait qu'est-ce qui compte dans ces récits-là par rapport au registre dont parlait Florian, qui est le registre de l'écologie scientifique stricte. Alors effectivement, nous au sein de la maison d'édition, comme on brasse au sein de l'écologie des sujets hyper larges, il y a un moment où il nous est apparu que en fait la question du récit était finalement centrale dans tout ce qu'on faisait, et donc devenait centrale aussi consciemment dans la façon dont on construisait le catalogue, dans le sens où d'une part on vivait dans des récits qui se sont effrités, écroulés, qui ne marchent plus. Le récit du progrès technique qui entraîne un progrès social, ça ne marche plus. Le récit de l'effondrement, c'est le contre-récit, mais on ne peut pas habiter l'effondrement. Enfin, on peut pas, on est des gens de projet. Si on veut faire société ensemble là, il faut qu'on ait un projet pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et donc ça, c'est un récit du futur, mais qui doit s'inscrire dans un récit du présent. Enfin, et donc cette histoire je sais qu'on n'est pas toujours d'accord là-dessus avec Anne, mais cette histoire d'une espèce de grand récit qui nous porte, qui nous prend, dans lequel on vit, qu'on habite. On habite aussi des récits. On est des êtres de poésie, qu'on le veuille ou non, on est des êtres narratifs. Donc il y a ça. Et puis ensuite, l'écologie est une science. L'écologie, l'éthologie, l'évolution, toutes ces sciences de la nature sont des sciences hyper narratives. Et donc c'est vrai que contrairement à d'autres sciences qui vont chercher la particule élémentaire, l'équation ultime, c'est pas une E égale mc2, c'est pas une histoire exactement, mais ça peut se narrativiser. Et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que notre catalogue en fait est envahi de tout petits récits très situés, très importants, très beaux. Leur taille, leur importance n'est pas proportionnelle à leur taille. Et tout petits récits dans l'acte d'une relation entre un groupe humain et des écosystèmes, des espèces, etc. Et aussi la recomposition de ces immenses grands récits. Et donc effectivement, Tom Van Doren est totalement aussi sur ces questions-là, avec Deborah Rose, c'est la clique des Australiens, là, ils sont super. Et que dire là-dessus? Donc lui, il est philosophe, et il nous raconte en fait ce que c'est que de vivre en corbeau, ce que c'est que de vivre en corbeau qui disparaît. Et donc son approche à la fois philosophique et éthologique est entièrement narrative. Et c'est génial parce qu'on arrive à toucher un public hyper large en racontant des choses qui sont scientifiques, mais c'est pas de la vulgarisation effectivement, c'est vraiment de la transmission par le biais de l'expérience, puisqu'un récit c'est situé, ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un qui observe. Voilà, c'est un peu de généralité. Non, mais je peux citer une phrase de son article pour la revue, où il dit que l'enjeu en ces temps d'extinction massive, c'est d'écrire, de raconter une multitude d'histoires, une variété d'efforts pour expérimenter et explorer, pour donner de l'épaisseur et de l'animation à toutes ces formes de vie qui s'éclipsent. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est d'incarner en fait cette question de l'extinction dans des êtres non humains,
et aussi dans des relations entre les scientifiques qui se battent pour leur conservation. Donc, par exemple, dans le numéro, il raconte l'histoire des escargots d'Hawaï, des escargots, des espèces endémiques des îles hawaïennes qui sont au bord de l'extinction, et les tentatives presque désespérées en fait des chercheurs pour sauver les quelques centaines d'individus qui restent dans des exclos, donc en fait qui ne sont pas des enclos, mais en fait c'est quand même des enclos, mais qui cherchent à éviter que les prédateurs qui sont la cause de leur disparition pour partie ne puissent y pénétrer. Et en fait ce récit de relationnel nous permet nous de nous connecter en fait à cette question d'une manière qui est effectivement peut-être plus forte qu'une objectivation de la question strictement. Alors je voudrais passer la parole à François Le Tourneau qui a lui aussi contribué à ce numéro. Et bonjour à tous. Bon, ça fait 50 ans que je travaille sur la conservation de la biodiversité. Ça a pris des tas de noms dans l'intervalle et je me suis demandé à nouveau pourquoi on en était là et comment je réagissais par rapport à cette manière de traiter le sujet autour de moi et en moi-même. Le terme extinction me gêne un peu, je ne suis pas d'accord complètement avec Baptiste. Il a un défaut, c'est qu'il fait référence à un truc simple, qui est on a une liste d'espèces, certaines de ces espèces disparaissent, et cette disparition accélérée dit 100 fois ce qu'a dit Florian, et c'est la seule manifestation du phénomène qui est en train de se produire. Or, comme tu l'as dit, comme tout le monde l'a dit, ce qui est en train de se passer, c'est un effondrement de la biodiversité, c'est pas la même chose. Il y a certes un risque de disparition d'espèces, accéléré, mais il y a surtout une division par deux de la biomasse d'oiseaux sauvages d'Europe en 30 ans et une réduction de 80% de la quantité d'insectes qu'on trouve de la masse des insectes qu'on trouve dans les réserves naturelles allemandes. Donc c'est pas des insectes ou des oiseaux qui sont en péril d'extinction. C'est des oiseaux communs, c'est l'alouette, c'est les petites mouches et les petits moucherons auxquels les entomologistes apportent un intérêt modeste en général. Et donc ce phénomène est beaucoup plus complexe. Et je me suis demandé si ce qui nous motive n'est pas un ardent désir de consolation. Pourquoi on fait des aires protégées? Pour garder des endroits où on ne voit pas les catastrophes qui se passent ailleurs. Lorsque j'ai pris deux exemples. Le premier, c'est celui du dauphin du Yangtze. C'est un dauphin de d'eau douce et l'Académie des sciences chinoises l'a déclaré éteint en 2007. Eh bien, l'UICN international, dans ses listes rouges, le classe en danger critique d'extinction. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il ait totalement disparu. Il se pourrait qu'il reste un ou deux individus dans le Yangtze. Qu'est-ce que ça change? On est en train de se consoler avec l'idée qu'il est en danger critique d'extinction du pourrissement du fleuve Yangtze sous l'effet des pollutions, qui est évidemment d'une autre consistance. Deuxième exemple, c'est la mort tragique de vieillesse, il y a 2 ans, du dernier rhinocéros blanc du Nord dans un zoo. Et il était conservé dans ce zoo, il vieillissait doucement, il est mort. Bon. Et immédiatement, les scientifiques du zoo ont dit « mais nous avons gardé des paillettes de sperme, nous avons aussi gardé des ovules de dernière femelle rhinocéros blanc et nous allons refaire des rhinocéros blancs. On va en faire combien? On va en faire 1, 2, 10. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique un animal sauvage dans la nature, avec des relations étroites, avec des quantités d'autres êtres vivants? Non, on se console. Et je me suis dit, au fond, on se console parce que ce qui disparaît autour de nous, c'est comme l'a dit Baptiste, c'est des êtres vivants et des groupes d'êtres vivants et des systèmes de relations auxquels nous ne comprenons plus grand-chose et que nous ne maîtrisons pas. Et on se dit, après tout, on va essayer, par exemple, de faire en sorte, ce que c'est le cas, qu'il ne disparaisse aucune espèce sauvage en France. Et depuis des dizaines d'années, il a disparu une violette, si je me souviens bien. C'est à peu près tout. La violette d'Oran, non? Oui, c'est ça. Ouais, bon. Mais il disparaît rien. Mais il disparaît rien parce que dès qu'il y a une espèce menacée de disparition, on voit la cavalerie. Et donc, on sait faire. Et pendant ce temps-là, je le répète, on entend toujours chanter des alouettes, mais il y en a moitié moins. Il y en a moitié moins, et c'est vrai de tout ce qui nous entoure. Alors, comment ensuite on
on peut évoquer chacun des systèmes de protection que conduit l'UICN et se dire c'est indispensable, c'est utile, mais changeons de braquet, changeons, comme l'a dit Baptiste, de perspective. On est dedans jusqu'au cou. Et nous ne parlons pas de la liste rouge des espèces, nous ne parlons pas de la protection de la nature, nous parlons de notre protection dans la nature. Nous parlons de notre place dans le vivant. Nous parlons de nos relations avec les autres êtres vivants. Et j'ai tout simplement proposé qu'on parle de considération et qu'on en parle avec beaucoup d'attention. Il faut qu'on apprenne à regarder, qu'on réapprenne à regarder autour de nous. Nous avons eu pendant longtemps une relation très physique, très violente et pas très morale avec la nature, avec les êtres vivants. Parce qu'on les mangeait, parce qu'on les détruisait quand ils nous gênaient, etc. Je crois que l'une des plus grandes stupidités de la situation actuelle, c'est qu'il n'y a plus de contact entre cette expérience de la chasse et l'expérience de la protection. On est braqués chacun de son côté pour des raisons diverses dont on pourrait parler pendant des heures, c'est pas le lieu. Je trouve que c'est une occasion manquée que de rétablir un vrai dialogue, parfois violent, parfois sérieux, entre les gens qui habitent le monde vivant vraiment et les gens qui l'habitent plus parce qu'ils sont urbains, qui sont derrière leurs écrans et au volant de leur voiture. Et je pense que c'est l'enjeu. Je pense qu'on ne fera pas l'économie de cette reprise de considération toute simple. Les autres êtres vivants sont nos cousins proches. C'est évident des primates, c'est évident des animaux, mais après tout, la constitution de nos cellules est le même que celui des bactéries, donc, et des autres eucaryotes. Donc on est aussi les cousins des fougères, c'est notre famille. Donc dans une famille, il y a quelquefois des membres de notre famille qui sont très insupportables. Et il peut nous arriver de ne plus jamais les voir, même peut-être, on pourrait considérer autrefois, il peut nous arriver de les tuer. Je pense que ça ne pose pas la question. La question qui se pose n'est pas celle de cette violence de détail des agriculteurs ou des chasseurs en soi. C'est la considération avec laquelle ces traitements sont conçus et appliqués. Je pense qu'il y a tout un champ d'explications plus simples et moins démobilisantes que celles que les lanceurs d'alerte ne cessent de nous qui est cette idée que de toutes les façons les espèces vont disparaître, qu'ils n'en disparaissent. Alors on a une grande chance aussi, je parle dans le désordre, excusez-moi, on a une grande chance, c'est que la nature est bonne fille. Dès qu'on lui fout la paix, on a immédiatement des résultats. C'est-à-dire que si la disparition des espèces est irremplaçable, est une catastrophe irréversible, en revanche, l'effondrement des populations, c'est parfaitement corrigeable. Si on se donne un peu de mal, assez vite, si les agriculteurs sont incités à abandonner les traitements chimiques, si les chasseurs se mettent à vraiment travailler en gestion adaptative au vrai sens du mot, et pour arrêter de tirer des espèces dont il ne reste rien, etc. Si on peut regagner, on l'a fait, on a regagné, on a reconstitué des milieux dans des conditions formidables. Francis Allais propose que nous fassions en 300 ou 400 ans la reconstitution d'une forêt primaire. C'est un beau projet, par exemple. Voilà. Donc on pourrait se dire que c'est foutu depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Néanmoins, on voit bien que ces Romains se sont mélangés certainement aux Gaulois, se sont réautochtonisés, parce que les conditions de vie faisaient qu'on ne pouvait pas être autre chose, malgré tout, même chrétien, qu'un peuple un peu premier qui connaît bien les espèces, qui sait comment on s'alimente, on se soigne, on machin, etc. Et quand on lit les premiers, surtout la trilogie de Pan de Giono, que je trouve qui résonne dans notre époque d'une façon incroyable d'actualité, on voit bien que cet enfant d'immigrés italiens de Manosque au début du XXe siècle a toute la cosmologie pour moi d'un peuple autochtone. Enfin, c'est hyper beau chez Giono, ce truc-là, c'est hyper fort. Donc les Romains, 20 siècles plus tard, se sont bien réautochtonisés. Et je crois que c'est un peu aussi, moi c'est une question qui me touche à titre personnel, parce qu'on voit qu'on est tous héritiers de structures impériales, coloniales, modernes, on est des modernes, donc on distingue nature et culture, on va dans des territoires qui ne sont pas les nôtres, etc. Donc on n'est plus, je ne suis pas animiste, je ne suis pas un peuple premier. Comment est-ce qu'on se démodernise, comment est-ce qu'on se reterrestrialise, comment on se réautochtonise? Ce n'est pas qu'une question de modification de la sensibilité en lisant nos livres de Tom Van Doren, qui sont super, hein, mais ça ne suffira pas. Et donc c'est clairement, pour moi, la solution pour réacquérir quelque chose des savoirs des peuples premiers, c'est de refaire lien à nouveau intensif avec nos lieux de vie. Et ça me paraît un truc, alors c'est une piste, ça résout rien et tout, mais quand même c'est possible. On n'est pas
c'est pas perdu à jamais. On peut pas redevenir comme le premier, mais on peut refaire une relation intensive avec des lieux de vie où on reste, où on vit, où on soigne, avec la question du soin de soi, et puis pour finir, il y a un truc sur la santé. Franchement, la santé, il n'y aura pas de santé, j'ai besoin d'insister sur ça, il n'y aura pas de santé de l'humanité sans santé de nos lieux de vie. C'est vraiment là que la question, il n'y a pas d'extinction d'un côté, puis des problèmes de pandémie de l'autre. Alors on est arrivé au bout du temps imparti. On peut prendre peut-être une dernière question. Oui, bonjour. C'était pour répondre à la dame, c'est effectivement, je ne saurais pas que répondre à des jeunes gens qui m'entourent si je ne parle pas de micro-action en fait. J'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit qu'on manquait de plus gros projets, c'est un tout. D'accord. Que seules les petites actions ne suffiront pas, il faut aussi qu'on ait des plus gros projets fédérateurs entre nous. D'accord. Et je voulais dire au-delà de ça, vous avez beaucoup parlé de la sensibilité, ça c'est très important. Et moi j'y contribue parce qu'on est artiste, on travaille sur cette chose-là. Je pense que c'est l'empathie en fait, et se projeter dans l'autre. Et je propose des grands stages comme ça, de savoir comment c'est de vivre et de retrouver notre animisme en nous, je crois. Même si on en est loin dans notre société. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Voilà, si vous voulez prendre un petit moment pour regarder les revues, je vais en disposer sur la table là-bas. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci.